la une ce soir, le président ivoirien est au Maroc pour la COP22. En marge de la rencontre sur le climat, il a reçu ce lundi le patron de Marchik Ahmed, le groupe marocain chargé des travaux de la baie de Cocody. Journée mondiale de lutte contre le diabète, 5,7% d'Ivoiriens en souffrent. Comment gérer le diabète, comment vivre avec la maladie? Le 14 novembre rassemble des millions de personnes dans une vaste campagne de sensibilisation. La ville de Mans regorge de sites touristiques importants grâce à son relief, sa faune, sa riche culture et son artisanat. Mais ces atouts semblent ne plus suffire. La destination Mans est de moins en moins fréquentée. Un point dans ce journal. Et en République démocratique du Congo, le Premier ministre et son gouvernement ont démissionné, conformément à l'accord issu du dialogue qui recommande la formation d'un gouvernement d'union nationale. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1 en ce début de semaine. Le premier responsable du groupe marocain, Marchik Ahmed, a rencontré le président ivoirien ce lundi à Marrakech au Maroc. C'est l'entreprise chargée de l'exécution du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Saïd Zarour est allé faire un point de ce projet au président Alassane Ouattara. Écoutons-le après son audience avec le chef de l'État. On a expliqué à son Excellence l'état d'avancement du projet. Les travaux, comme vous savez, sont déjà en cours, mais c'était surtout expliquer comment on va procéder sur l'achèvement de ce projet, qu'on a prévu se terminer en 2020-2021. On a rassuré son Excellence que le projet aujourd'hui est bouclé, soit en financement, donc on a les 450 millions de dollars déjà alloués pour financer ce projet. Nous sommes en train de travailler jour et nuit pour faire avancer ce projet et comme le souhaitent les deux chefs d'État, Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste et le président Alassane Ouattara. Ici, en Côte d'Ivoire, Brassivoire met sur le marché national sa toute première bière ce lundi soir. Elle s'appelle Bière Ivoire et c'est le fruit de 13 mois de travail. Le directeur général de l'entreprise, filiale de la marque néerlandaise Heineken, a présenté ce matin la bouteille au Premier ministre ivoirien. C'est en septembre dernier que Brassivoire a posé la première pierre de son unité de production dans la zone industrielle de la commune de Yopougon. Ce lundi marque la reprise des cours dans l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire. Dès 7h30 ce matin, les élèves ont repris le chemin des classes après une semaine d'interruption due à la grève des enseignants. Déby Soyo et Éric Goré ont constaté la reprise dans les écoles. EPP Cocody Danga, il est 11h ce lundi 14 novembre. La cour de l'école est vide. Les élèves sont tous en classe, attentifs aux cours que donnent les enseignants. Même constat au groupe scolaire Cocody Est 1, 2, 3 et 4. Après une semaine de grève, les enseignants des établissements scolaires primaires publics de Côte d'Ivoire ont répondu positivement à la suspension de la grève annoncée par le porte-parole du MIDD. Les enseignants sont présents à leur poste, effectivement. La reprise a été effective depuis ce matin à 7h30. Les élèves sont tous là. Ils avaient soif même de retrouver les classes parce qu'après une semaine d'absence, bon, ils étaient fatigués même à la maison. Nous avons fait les mathématiques et tous les élèves étaient présents. C'est avec joie que les élèves ont repris le chemin de l'école. Je suis content de reprendre les cours. Ça s'est très bien passé, nous avons étudié. Une reprise effective ce lundi matin dans les différents établissements scolaires. Rappelons que les grèves à répétition agissent négativement sur le résultat des élèves. Élections législatives en Côte d'Ivoire le 18 décembre prochain. Le dépôt des candidatures a démarré le 7 novembre dernier et se poursuit jusqu'au jeudi 17. À 3 jours de la clôture, une centaine de candidatures ont été enregistrées par la Commission électorale indépendante CEI. Et demain mardi, jour férié, les bureaux de la commission resteront ouverts pour enregistrer de nouvelles candidatures. Au sein du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, la liste des candidats à ces législatives est connue. Comment et sur quelle base leur choix a-t-il été fait? Hamza Diaby. Les candidats RHDP aux prochaines législatives sont connus. Le président du directoire dit avoir porté son choix sur des hommes et des femmes capables d'assurer la victoire au groupement politique. J'ai décidé, en ce qui concerne le RDR,
que ce n'était pas la direction du parti qui allait choisir le candidat à partir de la rue de Pique. Et pour cela, nous avons mis en place un processus de sélection des candidats. La première étape de cette sélection, c'était de demander aux bases elles-mêmes de rechercher le consensus autour d'un d'entre eux. Mais à partir du moment où c'est la base elle-même, après concertation entre eux, elles-mêmes se mettent d'accord autour d'un candidat, il n'y a pas plus légitime que ce candidat-là. Pourquoi certains militants, en l'occurrence Soro Kanigui, Yasmine Ouegnet et Kakabe, ont-ils vu leur dossier de candidature rejeté? La base à laquelle appartenait M. Kanigui, nous avons les rapports. Ce rapport nous établissait clairement que Soro Kanigui ne pouvait pas avoir le consensus. Parce que, bon, ils ont leur raison là-bas. Voilà. Ambonois Pyrrhus, qui est membre du secrétariat exécutif du PDCI, député, n'a pas été reconduit. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. N'a pas été reconduit. Et il y a d'autres députés qui n'ont pas été reconduits parce que nous sommes dans la phase de renouvellement du personnel politique. Parce que tous les 5 ans, le personnel politique est renouvelé. Selon Amadou Soumaoro, le projet de parti unifié est en marche. En témoigne l'accord qui a prévalu en son sein dans le cadre de ces élections législatives. Le vote, un droit et un devoir de citoyen. Une campagne d'éducation civique et de paix a été lancée dans 15 localités du pays pour un scrutin apaisé. L'Institut national démocratique pour les affaires internationales a financé l'opération à hauteur de 61 millions de nos francs. Honorine Anigori. Pour des élections législatives crédibles, transparentes et apaisées, le 18 décembre 2016, 15 organisations de la société civile, issues de plusieurs structures, membres de la plateforme des organisations de la société civile pour l'Observatoire des élections en Côte d'Ivoire, POECI, ont reçu une subvention de 2 à 5 millions de francs CFA chacune. Et ce, de la part de l'Institut national démocratique pour les affaires internationales. Leur rôle, sensibiliser et mobiliser les populations à participer au scrutin et à s'engager pour des élections sans heurts. Quand nous savons par rapport au référendum les incidents qui ont eu lieu et aussi par rapport à l'historique de la Côte d'Ivoire, notamment par rapport aux élections de 2010, il est clair que le NDI veut accompagner pour que ces élections soient des élections législatives apaisées. Sur le terrain, c'est à une campagne d'éducation civique et de paix que vont se livrer les organisations des sociétés civiles. Nous allons faire un atelier avec les couches politiques de la ville et puis faire aussi des émissions radio. L'USAID finance ce projet à hauteur de 61 millions de francs CFA. C'est depuis 2014 que l'Institut national démocratique pour les affaires internationales contribue à travers ce programme au processus politique et électoral en Côte d'Ivoire. Du côté de l'Assemblée nationale ce lundi, le projet de loi rectificatif au titre d'occupation du domaine public a été adopté à l'unanimité après avoir été défendu par le ministre des Infrastructures économiques. 2 autres projets de loi également adoptés ce jour, un projet de finances rectificative pour l'année 2016 et un projet de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2015. Le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Adama Koné, et le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, Abdourahmane Cissé, ont défendu ces 2 projets face à la Commission des affaires économiques et financières. La journée mondiale du diabète est commémorée aujourd'hui 14 novembre. 422 millions de personnes en sont atteintes dans le monde. Ici en Côte d'Ivoire, 5,7% de la population est touchée. Cette année, l'accent est mis sur le dépistage et la prise en charge, avec pour thème « Gardons un œil sur le diabète ». Patricia Omoetia. Une série d'actions spécifiques, efficaces pour s'attaquer au diabète. Des mesures visant à prévenir le diabète, à diagnostiquer, traiter et soigner les personnes qui en souffrent. 422 millions, principalement dans les pays en développement, indique l'OMS. Les principaux messages de la campagne sont prévention, prise en charge et comment gérer le diabète et en prendre le contrôle.
Un exercice familier pour Olivia, 14 ans, diagnostiquée diabétique de type 1 depuis son enfance. Elle a appris à vivre avec la maladie. Elle est devenue une amie, raconte-t-elle. Tous les jours, je fais ma piqûre d'insuline et 15 minutes après, je mange. J'étais à 4. Le taux de sucre, je suis à 2. Donc, c'est descendu. Quand une camarade me propose quelque chose qu'on dit de ne pas manger, je refuse. Je ne suis pas toujours obligée de leur dire que je suis malade. Je dis que je n'ai pas envie de manger. 5,7% de la population ivoirienne est diabétique. La politique de décentralisation pour rapprocher l'offre de soins des populations existe depuis 2012 dans les principales régions de la Côte d'Ivoire. Il y a une étude qui va être menée incessamment dans les 20 régions sanitaires de la Côte d'Ivoire pour déterminer à la fois le taux de prévalence du diabète, le taux de prévalence de l'hypertension, de l'obésité, de tout ce qui est dyslipidémie, pour pouvoir accentuer les actions de prévention que nous menons. Sensibiliser davantage à la progression du diabète, c'est garder un œil sur le diabète, thème de l'édition 2016 de la Journée mondiale du diabète. La fraude, un fléau qui met à mal le secteur du transit en Côte d'Ivoire. La Direction générale des douanes veut y mettre fin, améliorer les recettes et sécuriser la procédure. Des mesures ont été prises et intégrées au plan d'action de la douane sur la période d'octobre à décembre. Cita Soro. La période d'octobre à décembre est caractérisée par un flux important de marchandises avec une recrudescence de la fraude sur le transit. C'est pour optimiser les recettes de cette période que la Direction des statistiques et des études économiques a procédé à une analyse des statistiques. Cette étude a révélé que pour un ensemble de marchandises dites sensibles, on enregistre une baisse, voire une absence dans les chiffres. Elle a également montré que les qualités de ces marchandises en transit à destination des pays de l'Interland ont augmenté. Pour ainsi améliorer les recettes et renforcer la lutte contre la fraude dans le transit, des mesures ont été prises, à savoir la suspension provisoire des chargements pour les marchandises manifestées pour la Côte d'Ivoire, l'escorte douanière pour les marchandises dites sensibles et l'interdiction de la réexportation directe d'entrepôts de produits par voie ferroviaire à destination de l'Interland. Toutes ces mesures visent à donner un signal fort de la détermination de la Direction générale des douanes à lutter contre le déversement des marchandises en transit sur le territoire ivoirien. Direction Grand Bassam, la 8e réunion des chefs de services de renseignement et de sécurité des pays de la région sahélo-saharienne s'est ouverte ce lundi. Viviane Aïma nous fait le point. Le processus de Nouakchott, lancé en 2013 sous la bannière de l'Union africaine pour lutter contre le terrorisme dans la région sahélo-saharienne, connaît des avancées. C'est le constat général à l'ouverture ce lundi à Grand Bassam de la 8e réunion des chefs des services de renseignement et de sécurité des pays de la région sahélo-saharienne. L'ancien président de la République du Burundi et actuel président en exercice de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Buyoya, est participant à cet important séminaire. Il y a eu quelques avancées parce que d'abord, vous voyez, le terrorisme, c'est un nouveau défi dans la région. C'est un nouveau défi en Afrique. Et au début, on était d'une certaine manière pris au dépourvu. On ne savait pas comment réagir. Dans le cadre du processus de Nouakchott, progressivement, nous avons adapté nos méthodes de réaction. Et on voit par exemple que ce qu'on dit, la coopération régionale, c'est une réalité. Pour combattre Boko Haram dans les pays du bassin du Lac-Tchad, il faut coopérer. Quand il y a eu des attentats à Grand Bassam, pour découvrir les terroristes, il a fallu que les pays de la région travaillent ensemble. Donc vous voyez que cette philosophie de coopération régionale, c'est quelque chose qui marche. Au cours de cette rencontre qui va durer 2 jours, les chefs de renseignement et de sécurité des pays de la région sahélo-saharienne vont renforcer leurs moyens de coopération et d'échange d'informations. Au cours de la présente réunion, il importe que vous accordiez une attention particulière au renforcement des mécanismes d'échange d'informations et de renseignements entre les services des pays de la région. Des avancées significatives ont été enregistrées, mais il convient de noter que d'immenses défis restent encore à relever pour permettre au processus de Nouakchott de réaliser pleinement son potentiel.
Bien que n'étant pas situés dans la zone sahélo-saharienne, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, victimes tous les deux du terrorisme, sont membres de cette alliance africaine contre le terrorisme. Dans son discours d'ouverture, le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, Ali Koulibaly, a souligné les initiatives du gouvernement ivoirien sous la conduite du président de la République Alassane Ouattara pour lutter contre le terrorisme tant au plan intérieur qu'au plan sous-régional. Le président Alassane Ouattara attache beaucoup de prix à cette coopération régionale. C'est pourquoi, en sa qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'UMOA, il a fait adopter il y a quelques mois un plan de lutte antiterroriste, convaincu qu'il est que nos pays, aussi puissants soient-ils, ne peut pas vaincre le terrorisme. Geste symbolique, l'Union africaine a choisi le cadre de l'Étoile du Sud pour la tenue de cette rencontre. À l'occasion, il y a eu un dépôt de gerbes de fleurs et 1 minute de recueillement sur la plage en hommage aux victimes de l'attaque terroriste du 13 mars dernier à Grand-Bassam. 20h15, le dossier de ce soir est consacré au tourisme. La ville de Mans, dans l'ouest montagneux, est l'une des destinations touristiques les plus importantes du pays. Elle a pourtant perdu de sa superbe depuis quelques années. Le ministère du Tourisme met les bouchées doubles pour inverser cette tendance. Eugène Atoubé nous propose ce soir un dossier sur le sujet. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, la ville de Mans. Dans cette région, l'on a fondé d'immenses espoirs dans le tourisme de découverte et de loisirs. De par les opportunités qu'offre sa végétation, sa faune, son relief, son hydrographie, également sa culture. Mans n'a pas encore exploité le potentiel existant en matière de tourisme. Il faut qu'une bonne organisation se mette en place et que cette organisation attire les touristes vers Mans. Le tourisme à Mans, c'est d'abord et avant tout le site des cascades. Ce site offre à voir une chute naturelle d'eau de 20 mètres au milieu d'un paysage naturel. Magnifique lieu de repos. Ici, c'est très bien et l'air est très fraîche, ça me plaît beaucoup. Aujourd'hui, peu de touristes y arrivent à cause de son accès difficile et sa désaffection depuis la survenue de la crise. Nous sommes en train de faire en sorte que le tourisme puisse être la locomotive de développement de notre commune. Direction le village de Gouessesso. Une fois sur place, rien à découvrir, si ce n'est de souffrir en silence à la vue du beau gâchis qui est fait de ce qui était autrefois un superbe village de vacances, construit dans le style de l'habitat traditionnel Yakuba. À l'époque même là, on pouvait avoir 100, 200 par jour des touristes. Aujourd'hui, si je vois que c'est devenu comme ça, vraiment, j'ai les larmes aux yeux. Nous voici à Gbapleu, village quartier de Mans, qui a su conserver sa forêt sacrée et ses singes, objet de curiosité. Aucun visuel n'indique son existence, ni ce que le site représente dans la ville de Mans. Gbapleu, village qui abrite ce site classé au patrimoine touristique national, en paie le tribut. Comment faire pour que le village de Gbapleu bénéficie quelque chose de cette forêt? Que le gouvernement nous aide à protéger cette forêt pour que les touristes viennent. J'espère que le DR il va s'y atteler pour qu'on puisse distribuer des dépliants, pour inciter les gens vraiment à venir. Il y a de quoi visiter Mans à tous les niveaux. La région du Tonkouy est riche de 8 sites touristiques officiellement, avec chacun sa singularité et ses caractéristiques propres. Avant 2011, le tourisme était pratiquement inexistant. Les visiteurs ont commencé à venir. Nous avons commencé à réhabiliter certains sites. Les hôtels ont été réhabilités. Il y a de nouveaux restaurants qui ont été créés. Aujourd'hui même, il y a une desserte aérienne parce que c'est ça qui était le problème le plus crucial. Toutes ces choses-là nous autorisent à affirmer que le tourisme se porte très bien à Mans aujourd'hui. Or, la réalité du tourisme dans cette région est que l'hôtellerie, dans son visage actuel, ne reflète pas l'optimisme touristique régional exprimé avec emphase et rêvé par les experts nationaux de ce secteur. En cause, les difficultés à obtenir les financements nécessaires pour accompagner le rêve touristique de la région du Tonkouy. Nous nous battons pour que les touristes qui viennent, les clients qui viennent soient
à l'aise, soient contents d'avoir été chez nous. Nous veillons à la qualité de leur séjour, mais il faut dire qu'il y a beaucoup encore reste à faire. Avant, il y avait au moins 10 touristes, peuvent passer un séjour, des week-ends ici. Bon. Mais maintenant, c'est plus ça. Vraiment, on a besoin que l'État nous aide. La région du Tonkouy, malgré tout, passe pour la plus attractive. Après le littoral, ses atouts incitent à la rêverie. Ce sont les opportunités offertes par la nature, son riche folklore et l'artisanat, principalement la sculpture et le tissage. On interpelle le ministère du Tourisme, fait tout possible pour que nous, les artisans de Mans, on ait un centre artisanal. Le ministère de l'artisanat est séparé du ministère du Tourisme. Cela nous fatigue un peu. Au moins, le tourisme et l'artisanat, ça marche ensemble. À côté des sites officiels répertoriés par le ministère du Tourisme, ces mini-chutes que Dame Nature offre gracieusement un décor. Dans le village de Goba, à quelques encablures de Sangouiné, localité située à 25 km de Mans. Le site de Goba est la frontière naturelle entre le département de Mans et celui du Danani. Et nous attendons un financement pour mettre en valeur ce site touristique. Nous allons aussi chercher et proposer à ce qu'il y ait un pôle d'attraction ici. Et je pense bien que très bientôt, les chutes de Goba vont compter parmi les sites phares de la région du Tonkouy. Mans et sa région restent une destination touristique de premier choix. Mais pour ce qui est du succès du tourisme dans cette partie de la Côte d'Ivoire, il reste beaucoup à faire en termes d'investissement et de promotion. Encore trop de faiblesses, trop de contraintes. Dès lors, le tourisme comme facteur de lutte contre la pauvreté et moyen de relèvement économique apparaît comme une quête permanente. Une autre attraction touristique qui, elle, continue d'attirer de nombreux festivaliers, le Nouvel An chez le Nzima Kotoko de Grand Bassam. L'ouverture de l'Abissa marque le début de toute une semaine de festivités et de réjouissances. Victorien Angwa. La semaine du 6 au 13 novembre a été consacrée à la retraite des Ledombolé dans le bois sacré. Ce dimanche, les Mbavilés dépositaires de l'Abissa ont récupéré le tam-tam sacré. Direction le palais royal où attend le roi et sa notabilité. C'est que les Mbavilés viennent lui confier le Dombolé après la procession entamée depuis la clairière. Cérémonie de libation et au roi d'Nzima Kotoko de remettre le tam-tam sacré au peuple. C'est le Guazo ou le début de la semaine de danse de l'Abissa, la semaine bruyante. Sur la place de l'Abissa, le Dombolé est installé. C'est l'accueil du tam-tam sacré, pas des pas de danse. Il est vrai que l'Abissa est une affaire de famille, mais c'est aussi l'affaire de l'ensemble des populations. Hommes, femmes, jeunes et enfants, mais aussi amis et visiteurs sont dans l'arène pour danser au rythme de l'Abissa. 3 rythmes de danse dans l'Abissa. Gwa et Doudoulé, où la procession est le premier rythme qui montre au peuple qu'on est là. La Belé et Boulet, où la récolte du maïs, symbole de la famille Mvavilé, et les Dombolé, plus rythmé que les 2 autres, vient unir toutes les 7 familles. L'accueil de l'Edombolé est enfin suivi de la cérémonie d'échange de nouvelles, séance menée par l'animateur principal Ndamoulé Belin, surnommé Edombolé. En République démocratique du Congo, conformément à l'accord politique signé, le Premier ministre a présenté aujourd'hui sa démission et celle de son gouvernement. Une démission qui répond effectivement à l'accord global issu du dialogue politique initié par le président de la République et qui recommande entre autres la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et c'est une note triste pour le monde du football et pour toute la Côte d'Ivoire, le décès de Laurent Pokou, monument du football africain. Il s'est éteint hier dimanche à l'âge de 69 ans des suites d'une longue maladie. Odalegbe. Je rêve pour une Côte d'Ivoire réconciliée. Il a quitté le stade sans ovation, sur la pointe des pieds. Le roi a quitté la scène. Le football ivoirien vient de perdre l'un de ses dignes fils, Laurent Pokou.
s'est éteint dimanche à l'âge de 69 ans à la Pisam à Abidjan. La fin d'une légende. D'un footballeur de génie. L'ex-attaquant de la SEC Mimosa, du Stade Rennais, de l'AS Nancy-Lorraine et des Éléphants de Côte d'Ivoire a marqué les années 70. Il a porté 70 fois le maillot national pour une trentaine de buts. C'est durant les CAN d'Éthiopie en 1968 et de Soudan en 1970 qu'il a marqué les esprits en étant sacré 2 fois de suite meilleur buteur de la compétition. Il a marqué 6 buts en 1968 et 8 en 1970. Le 10 février 1970, la Côte d'Ivoire étrie l'Éthiopie 6 buts à 1. Laurent Pokou réalise alors le premier quintuplé de l'histoire de la CAN. Il devient recordman des buteurs avec 14 buts en 2 éditions. Un record qui tiendra 40 ans, avant que Samuel Eto'o ne l'efface en 2008 au Ghana. Le 19 janvier 1968, le Ghana bat les éléphants 4-3 après les prolongations en demi-finale. Pokou inscrit 2 buts. C'est ce jour qu'il devient l'homme d'Asmara. Avec l'ASEC Mimosa, il écrit de belles pages. 3 fois champion de Côte d'Ivoire et 6 coupes nationales. Et tout le monde se souvient de ce fameux ASEC Afia du 1er juillet 1973. En 20 minutes, Pokou avait inscrit 3 buts. En France, où il signe au Stade Rennais, Pokou devient le duc de Bretagne. En 68 matchs, il marque 55 fois, dont un quadruplé, 3 triplés et 5 doublés. Il remporte la Coupe de France en 1978 avec Nancy, en compagnie des Platini et Moutier. Laurent Pokou a quitté la scène. Le football africain perd l'un de ses illustres représentants. Le roi est mort. Vive le roi! Le ministre de la Culture et de la Francophonie a tenu un point de presse ce lundi. Maurice Kwaku Bandama a présenté ses condoléances à la famille du défunt et à la grande famille du sport. La République de Côte d'Ivoire est triste, abattue par la nouvelle du décès de l'une des icônes du football ivoirien, Laurent Pokou. Le ministre des Sports et des Loisirs, dont j'assure l'intérim, a le regret d'annoncer le décès survenu ce dimanche 13 novembre 2016 de M. Laurent Pokou, ex-footballeur international, des suites d'une longue maladie. Laurent Pokou fit du football un art et un sacerdoce. Par ce sport et par son talent exceptionnel, il a apporté gloire et honneur à son pays, la Côte d'Ivoire. Le ministre des Sports et des Loisirs, au nom du gouvernement et du président de la République, présente ses condoléances les plus tristes à la famille biologique de Laurent Pokou et à la grande famille des sportifs de Côte d'Ivoire. En raison des immenses services rendus à la Côte d'Ivoire, le ministère des Sports et des Loisirs, au nom du gouvernement et sous l'égide du président de la République, entend rendre des hommages mérités à l'illustre disparu. En attendant ce moment solennel, le ministère des Sports et des Loisirs invite les acteurs, les partenaires de mouvements sportifs et le peuple ivoirien à avoir une pensée pieuse pour Laurent Pokou, ce sportif d'exception. Âgé de 69 ans, Laurent Pokou est de la génération de joueurs ivoiriens qui ont permis à la Côte d'Ivoire de goûter à ses premiers grands trophées. C'est tout pour ce journal. J'aurai grand plaisir à vous retrouver demain soir, mais ce sera à 19 h en raison du match amical Côte d'Ivoire-France à 20 h sur RTI 1. Merci de votre attention. La rédaction vous souhaite une très bonne fin de soirée et une bonne journée de la paix demain mardi. Je vous dis à demain, 19 h.